C'est quelqu'un qui a connu des déchirures très profondes dans sa vie, il a pensé à se suicider adolescent, et qui quelque part a proposé une pensée, des maximes d'espérance tonifiantes et qui résultat le rendent attachant parce qu'il fait partie de ses compagnons des bons temps et des mauvais temps. Et il y a chez Maurras en plus quelque chose de l'ordre de l'espérance que je trouve merveilleux. Lorsque Maurras apprend la mort d'Henri Lagrange, il appartenait à la jeune élite de l'Action française, fondateur du Cercle Proudhon, Maurras tape d'un poing sur la table en disant « on ne meurt pas ». Et il y a chez Maurras cet aspect-là qui me touche toujours. Sur une véritable amitié pour le personnage de Maurras, sur cet homme sourd et en même temps séducteur, très drôle. On a ce texte qui s'appelle Tragicomédie de ma surdité, où Maurras parle du fait qu'il est sourd et qui en fait est extrêmement drôle à lire. Et Maurras est cet homme qui est beaucoup plus drôle qu'on a tendance la plupart du temps à l'imaginer. Il y a toute une poésie de Maurras consacrée aux femmes, qui est tout à fait inattendue et qui est assez amusante à découvrir. Maurras est un homme qui aimait inviter ses amis pour aller manger de la poutargue. Ce Maurras-là est un Maurras beaucoup plus humain, sympathique, proche de nous au fond, que simplement le Maurras, grand écrivain des éditos d'Action française. Nous organisons ce colloque Un autre Maurras, inspiré du titre du livre de notre ami Gérard Leclerc. Il paraît en 1974, donc quelques années après 68, et c'est une manière en fait que Gérard Leclerc, donc figure du mouvement royaliste, avait de relire la pensée de Maurras, de dépoussiérer sans doute Maurras. Maurras vivait toute tradition et critique, donc il ne fallait pas faire de Maurras une sorte d'idole réactionnaire, mais montrer en quoi la pensée de Maurras est une pensée stimulante intellectuellement. Le but de ce colloque, c'est d'essayer d'aller au plus près de la pensée de Charles Maurras. Et en fait, Platon explique que le travail du métaphysicien, c'est comme le boucher, c'est de découper au plus proche des articulations, de récupérer le plus de viande possible et inimaginable, de les découper le mieux possible, bref, de respecter la finesse de ce qui existe réellement et de ne pas rejeter sous les dangers ce qu'on ne mange pas, mais d'être au contraire capable de les accompagner au plus près. Imaginez, puisqu'on a parlé de Maurras toute la journée, ce que nous apporterait à Martigues l'existence d'un musée ouvert au public, d'un musée reconnu comme maison d'écrivains au sein du réseau des maisons d'écrivains, comme il y a une maison Charles Péguy, ou comme il y a des maisons Victor Hugo, etc. Imaginez ce que ça pourrait être pour nous. Imaginez les expositions qu'on pourrait y tenir, les conférences qu'on pourrait y donner, l'animation permanente qu'il pourrait y avoir. Bien, l'association, elle se bat pour ça, pour qu'on réussisse à sauver la maison de Martigues et à accomplir les dernières volontés de Maurras pour faire un musée ouvert au public. Arriver à séduire, pour arriver à intéresser, pour amener au moins, sinon à la sympathie pro-maurassienne, mais du moins que disparaissent tous les a priori, tous les préjugés. L'anthropologie maurassienne, la vision maurassienne de la société me semble toujours actuelle dans le sens où elle répond à la volonté de décomposition et du fait que le libéralisme politique et anthropologique actuellement régnant considère l'homme comme une monade, comme une sorte d'atome qui se promène comme ça, alors que Maurras est un penseur de la communauté, de l'enracinement, de la limite. C'est un grand personnage. Je peux vous dire plein de choses sur Charles Maurras, pourquoi je lui en veux. Et la première chose, c'est d'avoir raté son coup, de ne pas avoir rétabli la monarchie. Il y a une production intellectuelle qui est extraordinaire, et il a défendu des positions qui allaient contre ses intérêts, enfin contre toute possibilité de mensuétude du jury, par bravade. Et c'était quasiment suicidaire. Un homme âgé, isolé dans sa surdité, au milieu d'un environnement
qui ne le poussait pas spécialement à changer d'avis, à s'analyser lui-même. Ça l'a fortement desservi. S'il y a un reproche qu'on peut lui faire, c'est d'être resté à Lyon et de ne pas avoir rejoint l'Algérie au moment de l'occupation de la zone sud. Je ne suis pas du tout maurassien parce que je suis royaliste. Je ne refuse pas que Maurras, comme d'autres d'ailleurs, d'autres écrivains, ont pu porter un regard intelligent sur le royalisme. Et en même temps, ils l'ont enfermé. Je ne suis pas pétiniste, d'où tout mon travail pour montrer l'engagement, et ils furent nombreux, des royalistes, ceux d'Action française, mais aussi ceux qui n'ont jamais été d'Action française, dans la résistance, parce que les royalistes se sont battus pour la libération du pays. Hier, 9 juin, c'était l'anniversaire de l'élection ou de l'entrée de Charles Maurras à l'Académie française, en 1938. La critique du romantisme n'est pas une innovation maurassienne. Déjà adversaire résolu des poètes parnassiens et symbolistes, Maurras reprend à son compte les critiques de ses prédécesseurs ou de ses contemporains, mais il les radicalise en donnant à ce qui n'était jusque-là qu'une querelle littéraire une dimension politique et militante. Il est par ailleurs très proche de Pierre Lasserre, qui fut le premier critique littéraire de l'Action française et qui s'employa dès 1902 à donner de lui le visage de la Renaissance classique. La position de Maurras dans ce domaine s'exprime d'abord dans de nombreux articles, mais aussi dans des livres comme 3 idées politiques en 1898, Antinéa en 1901, Les amants de Venise en 1902, L'avenir de l'intelligence en 1905, Athènes antique en 1918, Romantisme et révolution en 1922, le romantisme féminin en 1926, un débat sur le romantisme en 1928. Vous voyez par cette simple énumération que c'est une préoccupation constante chez Maurras. C'est sans doute dans son approche psychologique du romantisme, telle qu'elle se donne à lire dans son essai sur George Sand et Alfred de Musset, où il soutient la thèse de la perversion de l'amour par la sentimentalité avec des formules comme « l'amour de l'amour tue l'amour » ou bien « pour bien aimer, il ne faut pas aimer l'amour », que Maurras, souvent brutal dans sa dénonciation du romantisme, fait preuve au contraire de la plus grande finesse. Avec ce livre, comme l'a écrit Pierre Boutan, Maurras ne prenait pas pour objet une erreur littéraire, ni une déviation politique, mais exactement une erreur de l'âme, une division ou une décomposition de l'esprit. Pour Maurras, comme pour bien d'autres avant lui, le romantisme, c'est en effet d'abord la religion du sentiment subjectif et même du sentiment tout court. En donnant à ce dernier une place hypertrophiée, le romantisme amène la sensibilité à usurper une fonction à laquelle elle est étrangère. Il entraîne la prise de contrôle de l'esprit par la sensibilité. On retrouve ici la définition classique du romantisme comme simple conjonction de l'individualisme, du subjectivisme et d'une vague religiosité de la nature. Maurras ajoute que le romantisme trahit par là son caractère féminin, allant jusqu'à soutenir qu'un homme qui adhère au romantisme change de sexe en quelque sorte. Remarque prémonitoire. Il n'est jamais question aujourd'hui que de sentiments, écrit-il dans sa préface au Chemin de paradis. Les femmes si brisées et humiliées par nos mœurs
se sont vengés en nous communiquant leur nature, tout s'est efféminé, depuis l'esprit jusqu'à l'amour, tout s'est amolli. Quand il s'en prend au romantisme féminin, Maurras sait très bien ce que peut contenir de redondance pareil syntagme. Si le romantisme est déjà féminin en son essence, le romantisme féminin en est nécessairement une sorte de concentré. Cette approche psychologisante du romantisme conduit vite à une approche clinique où le romantisme est d'emblée posé comme une pathologie. En fin de compte, les romantiques ne sont que des malades à la sensibilité égotique exacerbée. C'est en cela que Rousseau représente à lui seul le romantisme intégral, comme le disait Pierre Lasserre. Rien dans le romantisme qui ne soit de Rousseau, rien dans Rousseau qui ne soit romantique. Pour Maurras également, Rousseau illustre à la perfection un romantisme considéré comme l'insurrection de la sensibilité individuelle contre les lois de la raison et la vérité objective de l'ordre naturel, qui se définit moins par l'intensité des sentiments que par la dissociation pathologique et sentimentale de la hiérarchie normale des facultés humaines. Bref, le romantisme, pour Maurras, je le cite, c'est l'insurrection de l'individu sensible contre les lois de la raison, l'apothéose du désordre intérieur, donc l'héritage direct de Rousseau. Jean-Jacques Rousseau ne serait qu'un de ces famelins que dénonçait Proudhon. Mais Maurras ne se borne pas à dénoncer le sentimentalisme des romantiques ou à poser le romantisme comme le contraire du classicisme, terme qu'il emploie d'ailleurs assez peu, préférant parler de classicité ou de tradition classique. Il s'emploie aussi à donner à cette opposition un ancrage historique et géographique. Comme chez Pierre Lasserre ou Louis Reynaud, le romantisme est pour lui germanique en son essence, ce qui lui interdit d'incarner les plus hauts idéaux de l'humanité. Si les romantiques sont étrangers à l'esprit français ou à la tradition française, comme il le dit, c'est qu'ils ont fait leur des valeurs barbares venues de l'autre côté du Rhin. Ce sont, dit-il, de mauvais Français. Maurras, on le sait, en tient pour la filiation des 3 R, réforme, romantisme, révolution. Ces 3 mouvements, à ses yeux, n'en font qu'un. Au cours de ce siècle, écrit-il, la démocratie d'une part, le protestantisme libéral de l'autre et le romantisme du troisième côté dégradèrent les 3 caractères fondamentaux de la civilisation en Europe, l'esprit classique, le sentiment catholique et la monarchie. Ici, il faut bien le dire, Maurras ne fait pas dans le détail l'opposition entre romantique et anti-romantique, n'a jamais atteint en Allemagne le degré d'intensité qu'elle a pu avoir en France, et que le schéma linéaire d'une Allemagne romantique totalement opposée à une Allemagne classique est lui aussi erroné. La même absence de sens des nuances se constate quand il assimile le romantisme à la Révolution. Ceux des romantiques allemands qui avaient d'abord été favorables ou séduits par la Révolution française s'en sont en fait rapidement détournés. C'est le cas par exemple de Büchner, de Hölderlin, de Heinrich von Kleist ou du jeune Schlegel. Quant à l'influence de Rousseau, elle n'a pas du tout été celle que décrit Maurras. Ce que Rousseau a le plus influencé en Allemagne, ce n'est pas du tout une pensée révolutionnaire, entre guillemets, ou héritière des Lumières, mais au contraire, une pensée qui a trouvé chez lui des motifs de s'opposer aux philosophes des Lumières. Le romantisme en Allemagne s'est en fait mis le plus souvent au service du nationalisme
ou du conservatisme, en même temps qu'il s'est affirmé de façon fort peu féminine comme un formidable réservoir d'énergie. L'expression est de Dominique Wenner. Pour Maurras, le sentiment exalté par le romantisme dérive inéluctablement vers l'individualisme. Or, en Allemagne, le trait dominant du romantisme politique n'est pas l'individualisme, mais au contraire l'organicisme. Ce sont les romantiques, ce dont les romantiques font le plus grand cas, c'est de l'âme collective, de l'esprit du peuple, le fameux Volksgeist. Avec Friedrich Schlegel, Novalis, Franz von Baader ou Zacharias Werner, avec le cercle théologique constitué au début du XIXe siècle autour de Clemens Maria Hofbauer, de Joseph Goeres et de Karl von Vogelsang, chez ce qu'on appelle les jeunes conservateurs, les Jung Conservative, le grand partisan du romantisme est le Viennois Ottmar Spann, qui publie en 1921 un livre intitulé Die wahre Stadt, c'est-à-dire l'État vrai. Le premier livre de lui, qui a été traduit et publié en France à l'initiative de l'un de ses amis, Pierre Lynn, qui était traducteur de l'allemand et par ailleurs banquier, et de Jacques Maritain, avec lequel il était à ce moment-là en relation. Maritain dirigeait une collection aux éditions Valois et a fait paraître ce livre de Schmitt dans une traduction, il faut bien le dire d'ailleurs, assez médiocre. Et le livre n'a pas eu beaucoup d'audience. Alors, que dit Schmitt dans son livre sur et contre le romantisme? Pour développer son argumentation, Schmitt rompt avec l'approche conservatrice du romantisme pour se situer dans la filiation de Hegel. Il s'inspire par ailleurs ouvertement d'auteurs français, notamment des auteurs contre-révolutionnaires, à propos desquels il écrit « Il voyait dans le romantisme la conséquence de cette dissolution inaugurée par la Réforme qui mène au XVIIIe siècle à la Révolution française et que parachève au XIXe siècle le romantisme et l'anarchie. Telle est l'origine, poursuit-il, du monstre à trois têtes, réforme, révolution, romantisme. » L'allusion à Maurras est très claire, ce qui ne doit pas étonner. À une époque où les rapports franco-allemands sont pourtant plus que détestables, et où le nationalisme français et le nationalisme allemand ne se définissent guère que par la négation l'un de l'autre, Schmitt n'a pas seulement lu Bonald et Joseph de Maistre, mais aussi Charles Maurras, Pierre Lasserre et Ernest Seyer. Il semble même s'être abonné à l'Action française, dont il est un lecteur régulier. Schmitt part de l'idée qu'il est vain de définir le romantisme par son objet ou son contenu, qui est par trop protéiforme, et qu'il faut plutôt s'intéresser au sujet romantique lui-même, c'est-à-dire à sa relation spécifique au monde. Prenons l'exemple d'Adam Müller et de Friedrich Schlegel. Il affirme que le romantisme s'enracine dans une exaltation inconsidérée du moi. Tout individualisme est romantique dans son essence, dit-il, comme Maurras est tout à fait le contraire de Spann. Dans une subjectivité sans borne, héritée de la philosophie rousseauiste de la nature et de la notion de moi chez Fichte, qui pousse à substituer au monde fini des réalités concrètes, le monde infini des possibilités abstraites. D'où les rêveries esthétisantes des romantiques sur un Moyen-Âge idéalisé, qui n'est, dit-il, qu'une belle fantaisie poétique. Romantisme égale individualisme, moi, etc. Mais l'analyse de Schmitt s'avance aussi sur un autre terrain qui n'est pas celui de Maurras. C'est l'idée que le romantisme est impolitique, pour reprendre une expression de Julien Freud. Il ne comprend pas ce qu'est la politique,
il s'enthousiasme en suivant ses sentiments dans une occasion ou une autre. Alors, Carl Schmitt résume son analyse dans cette définition canonique du romantisme comme occasionnalisme subjectivé. Formule un peu compliquée, qu'est-ce que ça veut dire? La définition de l'attitude romantique, écrit-il, se détermine le plus clairement par le concept assez particulier de l'occasio. L'occasio nie le changement de causa, c'est-à-dire la soumission à une causalité objective et calculable, et par extension, la soumission à une norme. C'est un concept dissolvant, car l'occasionnel est incompatible avec tout ce qui donne conséquence et ordre à la vie et au devenir. J'ai donc proposé, conclut-il, la formule suivante: le romantisme est un occasionnalisme subjectivé, ce qui signifie que dans le romantisme, le sujet romantique traite le monde comme un prétexte ou une occasion de sa production romantique. Alors, je l'indiquais à l'instant, on voit tout de suite que la critique de Schmitt rejoint sur un certain nombre de points celle de Maurras. Tel est le cas lorsqu'il affirme que le romantisme est essentiellement un subjectivisme et qu'il existe un lien direct entre romantisme et libéralisme. Sur d'autres points, en revanche, les positions de Schmitt diffèrent profondément de celles de Maurras. D'abord, on le sait, le catholique rhénan n'est en aucune façon monarchiste. D'autre part, il ne considère nullement libéralisme et démocratie comme des synonymes, mais au contraire comme des doctrines fondamentalement opposées, ce en quoi d'ailleurs il se rapproche ici de Rousseau. Contrairement à Maurras, Schmitt n'associe pas non plus sa critique du romantisme à une valorisation de l'idéal classique et moins encore à une défense du rationalisme. À l'instar d'Hippolyte Taine, il défend au contraire l'idée d'une filiation entre le rationalisme du XVIIIe siècle et les idées romantiques. Par ailleurs, loin de partager l'admiration de Maurras pour Descartes, il montre sans peine que le cartésianisme correspond à une étape capitale du recentrement sur le moi. Le cogito ergo sum, écrit-il, renvoya l'homme à un procédé interne et subjectif, à sa pensée, plutôt qu'à la réalité du monde extérieur. On notera enfin qu'il critique comme foncièrement impolitique la nostalgie réactionnaire et le repli sur le passé, qui ont comme conséquence directe d'éloigner de tout réalisme politique au point d'en devenir bientôt l'ennemi. Je dirais pour finir que même en Allemagne, on le voit, il n'y a pas d'unanimité sur l'interprétation du romantisme. Dans les années 30, Maurras verra tout naturellement en Hitler le dernier avatar en date du romantisme, en même temps qu'un émule de Rousseau. Et pourtant, c'est le très anti-romantique Carl Schmitt qui se ralliera en 1933 au régime nazi, et c'est le très pro-romantique Otmar Spann qui se verra proscrit par le Troisième Reich. L'antiromantisme de Charles Maurras soulève en effet bien des interrogations, l'une d'elles, relevée par de nombreux auteurs, est d'ordre psychologique. En excommuniant le romantisme au nom du classicisme, Maurras n'aurait-il pas exorcisé une tendance de sa propre nature? La passion avec laquelle il s'en prend au romantisme ne suggère-t-elle pas que le sentiment joua chez lui un rôle d'autant plus grand qu'il le réprimait et le masquait en affectant de déduire tout son système de la seule raison? Albert Thibaudet, qui regrettait que Maurras soit entré en politique au lieu de rester le grand critique littéraire qu'il fut à ses débuts,
et qui n'a pas hésité à avoir en lui un individualiste retourné, a été l'un des premiers à soutenir cette thèse en s'appuyant sur les premiers écrits du chef de l'Action française, notamment les contes philosophiques recueillis en 1895 dans le Chemin de Paradis, parmi lesquels La Bonne Mort, où il faisait l'éloge du suicide, et sur des dilections littéraires de jeunesse, Lamartine, Hugo, Baudelaire, Verlaine, Nerval, qu'il s'appliqua ensuite à abjurer. Maurras, dit Thibaudet, était alors d'un riche tempérament qui semblait prédisposé au règne de l'anarchie et de la passion. Et comme toute réaction est gouvernée par l'action contre laquelle elle réagit et sans laquelle elle ne serait pas, il concluait au romantisme de M. Maurras. C'est dans le même esprit que Julien Binda a pu voir dans la pensée de Maurras un romantisme de la raison. Antinéa, l'avenir de l'intelligence, écrivait-il, c'est l'amour de l'esprit classique pris pour matière d'exaltation romantique. Tout contre-romantisme est encore un romantisme, y compris le contre-romantisme de l'Action française. Cette interprétation, qui a été avancée par de nombreux auteurs, j'en ai seulement cité quelques-uns, contient certainement, à mon sens du moins, une part de vérité. Le fait est que la virulence dont Maurras a fait preuve à l'encontre du romantisme paraît elle-même souvent d'une facture fort peu classique. Maurras, au demeurant, n'a jamais nié qu'il connut dans son adolescence une crise de baudelarisme effréné, disait-il, qui semble confirmer que sa réaction au romantisme trouve son origine dans un élan romantique initial, mais bien entendu, la psychologie n'explique pas tout. Je vous remercie.